Salut Wissome, bonjour à tous, je m'appelle Adrien et je suis un passionné de vin naturel. Tous les mois, je pars à la rencontre de 2 vignerons certifiés bio ayant une démarche que je trouve très intéressante. Je partage ces découvertes sur cette chaîne YouTube. Si tu le souhaites, tu peux recevoir leurs bouteilles de vin naturel directement chez toi. Il s'agit en fait d'un abonnement mensuel sans engagement auquel tu peux souscrire pour participer davantage à ces rencontres et pour soutenir cette chaîne. Tu retrouveras plus d'informations sur jusdelavigne.fr. Aujourd'hui, on retrouve Julien Maréchal, que vous avez pu découvrir dans la première partie Dans les vignes. Bonne vidéo à tous. 18, ça suivait le gel de 17 pour nous, hein. C'était l'année genre feu d'artifice. Wouhou! C'était magnifique parce que la vigne s'est reposée pendant un an. Et derrière, on a eu une très très belle récolte avec des conditions météo assez exceptionnelles pour que toute cette très belle récolte ait une maturité exceptionnelle aussi. C'était assez fou de trouver ça. D'ailleurs, il y a pas mal d'anciens qui avaient jamais vu ça dans le Jura. La plupart du temps, quand il y avait eu les années de gel comme 91, en 92, il y avait une grosse récolte aussi, mais ça ne pouvait pas mûrir parce qu'il n'y avait pas les conditions qui allaient avec. Et 2018, on a tout eu comme on voulait, c'était incroyable. Et en plus, on se retrouvait sur des équilibres assez traditionnels pour le Jura, assez septentrionaux. Donc on avait des superbes acidités, on avait tout ce qu'il fallait sur les densités, sur justement toute cette matière de vin et ce côté expression de terroir qui moi me plaisait. Là, on est sur des marnes bleues, donc sur terre de liasse. Et on retrouve ce côté assez tranchant, assez minéral, comme on a pu voir tout à l'heure sur les sols. C'est des sols avec une fraction minérale qui est très très majoritaire. Et dans les vins, on retrouve exactement ça. Ça me convient. En tout cas, c'est ce que je recherche. C'est cette expression de sol et de terroir, parce que le terroir, ça fait aussi partie du global avec le climat, le microclimat qu'on a eu sur ce millésime. Et là, on trouve complètement ça. 2018, pour moi, c'est la vraie année des vignerons, parce que ça fait à la fois des vins de vignerons, c'est-à-dire avec des équilibres comme on les aime, sur la fraîcheur, puis avec une récolte qui aussi nous plaît, pour pouvoir faire plein d'autres choses à côté, des essais un petit peu sympas, comme on a goûté sur des vendanges un petit peu plus tardives, sur les Savagniens, sur d'autres choses, quoi. Voilà. Au niveau des rendements, du coup, sur Terre de Liesse, tu étais à peu près à combien en 2018? Terre de Liesse 2018, ça fait partie des plus gros rendements moi, que j'ai jamais fait depuis que j'ai commencé. On avoisine les 60. C'était incroyable de voir ça. Parce que la moyenne du domaine depuis que j'ai commencé, depuis 16 ans, c'est 31 hecto-hectares. Donc quand on est à 60, clairement, en fait on prenait 2017 où on avait fait plutôt 6 hecto-hectares, plus 2018 où on avoisine les 60 sur des parcelles comme ça, sur la moyenne on était un petit peu en dessous, mais on additionne les deux, on divise par deux, on retombe sur une année normale. La nature a compensé, on aurait préféré qu'elle nous donne deux récoltes un peu plus normales, mais en tout cas c'était super chouette de voir ça, c'était vraiment des vendanges qui étaient super énergiques. Voilà, on a eu plein d'énergie pendant ces vendanges-là parce qu'on avait les raisins qu'on aimait, on avait tout s'est trop bien passé en 2018, c'était magique. Tu disais tout à l'heure que tu élevais certains vins dans les foudres 24, même 36 mois. Mais on avait changé un petit peu le braquet quand on arrivait sur 2017 justement. Comme on a subi du gel, on a décidé pour éviter d'avoir de la futaille vide aussi pendant trop longtemps, on a décidé de refaire un petit tour de cadran sur certaines cuvées, notamment sur des Savagniens houillés, où là on le pratiquait depuis un certain temps, mais on n'avait pas vraiment le choix sur ce type de millésime. On manquait de vin, on avait envie de les mettre en bouteille, mais on n'avait pas de vin à mettre à nouveau dans les fûts. On n'aime pas avoir nos foudres vides trop longtemps, donc on a préféré refaire un tour de cadran au niveau des élevages, qui convenait d'ailleurs très très bien sur 2017 parce que ça a permis vraiment de gagner sur la minéralité et de gagner de la fraîcheur sur un millésime qui était à peine un peu plus pâteau parce que très concentré de par des petits rendements à cause du gel. On est plutôt content d'avoir poussé un petit peu les élevages là-dessus. On va pouvoir à nouveau se permettre avec 2018 derrière de continuer à pousser des élevages à peine un peu plus longs. En tout cas 2 hivers sur des blancs comme ça en élevage, c'est plutôt cool, c'est plutôt magique. On a des vins qui sont beaucoup plus stables, qui sont beaucoup plus clairs, qui évitent de toute façon de passer par une filtration, qui évitent tout ça. Et on préfère largement passer 2 hivers, en tout cas pour des blancs, c'est royal pour le vigneron. Ouais.
Comme tu as parlé de filtration, du coup, habituellement, tu filtres un petit peu ou jamais? Ça m'arrive sur certaines cuvées de blanc, des filtrations sur terre. Même si on est sur des filtrations, on va dire, assez grossières, c'est toujours une étape qu'on n'aime pas trop passer, qu'on a du mal à imposer au vin parce que c'est une étape que le vin va mettre parfois un certain temps à digérer et c'est toujours une période de stress pour le vin. Et derrière, on sait qu'il va falloir patienter un petit peu plus longtemps avant de retrouver le vin comme on l'a connu avant. Et donc, quand on peut trouver ces 2 années d'élevage avant les mises en bouteille, c'est toujours vraiment beaucoup plus confortable. Tu disais tout à l'heure que tu aimais bien qu'il n'y ait pas trop d'oxygénation pendant l'élevage de tes vins, et pourtant tu as quasiment que du bois ici. Comment ça se fait que tu préfères ce type de contenant quand même pour tes vinifications? Il y a beaucoup de bois, après on est de plus en plus sur des gros volumes entre guillemets, c'est-à-dire beaucoup plus de 600 litres de demi-muit, parce qu'on est sur des douelles plus épaisses, et puis on n'est que sur des bois avec des chauffes à cœur, donc des chauffes qui toastent absolument pas les bois. Qui marque pas le vin par ce côté toasté justement qui convient en tout cas absolument pas au vin que j'ai envie de faire. Et donc le but c'est d'avoir une micro-oxygénation qui soit assez faible sur des contenants qui soient assez importants et du coup des échanges d'oxygène qui soient assez fins, qui peuvent parfois appuyer un petit peu les vins sur de la réduction en hiver parce que toutes les fermentations alcooliques sont faites dans les demi-muits, donc on a quand même pas mal de lits, on a des échanges assez importants avec ça, et ça peut appuyer les vins sur la réduction, mais on les retrouve toujours, à mon sens, un petit peu plus précis, un peu plus élégants, et plus éclatants au printemps, dès qu'on leur apporte un tout petit peu d'oxygène, ou parfois un sous-tirage au bout de 2 ans, c'est des vins qui retrouvent un certain éclat qui est assez intéressant. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la vinification de cette cuvée Terre de Liesse? Oui, donc Terre de Liesse, c'est donc des raisins sous la roche en grande partie, hein, avec juste tout petits morceaux la balerne et quelquefois des raisins des calcaires à griffer qui font partie de toute cette période géologique du Lias, qui sont pressurés en grappe entière. Et derrière ça, il y a à peu près 18 heures, 24 heures de débourbage qui se font à froid, mais en général on essaie de faire la cueillette des blancs plutôt le matin pour avoir les raisins pas trop chauds. Et on n'a pas besoin de refroidir, en tout cas on essaie de débourber entre 12 et 15 degrés, donc souvent pendant la période des vendanges on a peu besoin de refroidir pour ça. Et puis après ce débourbage, ils sont directement entonnés dans les demi-muits et une toute petite partie en foudre. Et après toutes les fermentations alcooliques, les malolactiques se font sur ces contenants. Et donc l'élevage se fait là-dessus, sans sous-tirage, juste les houillages réguliers, toutes les semaines. Et voilà. C'est assez simple, hein. C'est assez classique, un peu, on va pas dire à la bourguignonne, parce que j'aime pas ce terme, ils n'ont pas inventé ça non plus. Du coup, élevage pendant combien de temps? Pendant une année juste Alors sur Terre du Lias, c'est 12 mois. Ouais. D'accord. Juste avant les vendanges, tu mets en bouteille? Juste avant les vendanges, je mets en bouteille. Ça évite aussi d'avoir juste 2 parcs de demi-muit. Parce que si on poussait les élevages à 24 mois, il faudrait 2 fois plus de fûts, de futailles. Et puis 12 mois, c'est une cuvée aussi que j'aime bien sur justement ce côté assez jeune, assez peps. C'est une cuvée avec pas mal d'énergie. Donc ça passe la plupart du temps par cette filtration sur terre, sur argile. Mais c'est une cuvée qui s'en remet assez bien. On garde cette énergie, ce côté assez peps. Cette minéralité, on la trouve assez tôt en fait sur ce type de terroir. Tu souffres un petit peu avant la mise, un petit peu plus tôt? C'est pas sulfité au niveau de la vendange. C'est parfois sulfité juste après malo quand les vins sont parfois un peu fragiles. Dans ce cas, c'est 1 mg ou 1 g. Et puis quelquefois, juste avant la mise en bouteille, et là on fait une tenue à l'air par demi-muit. C'est aussi simple que ça. On a les premiers demi-muits qui sont entonnés, qui ont parfois un tout petit peu de lie, un peu plus de lie fine que d'autres. Ceux-là sont plus stables. Donc ils sont moins fragiles parce qu'ils ont un petit peu plus de lie. Ils contrebalancent sur la réduction un peu plus facilement, donc ils sont moins sensibles à l'oxygène. Ceux-là n'ont pas besoin. Et puis les 2 demi-muits ou 3 demi-muits au milieu de la cuvée sont un peu plus clairs, ont moins de lie, et ceux-là ont parfois besoin, selon les millésimes et l'acidité, ont parfois besoin d'un demi-gramme ou 1 gramme avant la mise, parfois pas. Et puis sur le dernier fût, quand on arrive à la fin du débourbage, j'ai toujours un petit peu aussi un peu plus de lie. Et puis là c'est pareil, c'est souvent un tonneau qui est un peu moins sensible à l'air, donc celui-là on n'a pas non plus. Je préfère sulfiter comme ça,
quand il y en a besoin, plutôt que de dire on globalise la cuvée, et voilà, ça me paraît plus crédible. Tu as commencé à vinifier comme ça dès le début ou quoi? C'était vinifié comme ça dès le début, sauf que il y avait systématiquement des sulfites à l'origine, parce qu'on sortait de l'école, et puis parce qu'on ne savait pas trop faire sans, parce qu'on nous a toujours appris à faire avec. Et il faut se débarrasser de ça comme on peut se débarrasser de plein d'autres choses. J'ai démarré tout de suite sur des fermentations en fût, mais par contre c'était 2003, c'était 4 grammes de soufre sous le pressoir, etc. Enfin, comme on peut trouver classiquement en sortant de l'école, quoi. Il faut faire plein de remises en question, il faut avoir plein de remises en question pour faire ce travail-là, pour revenir là-dessus, et puis se dire on peut s'en passer, et comment on peut s'en passer? On fait un peu plus attention sur tout un tas de choses, sur des températures d'entonnage, sur des choses comme ça, et puis c'est pas très compliqué de s'en passer. Il y a des petits détails sur lesquels on doit faire attention avant les mises en bouteille, sur des périodes de soutirage, sur des températures, sur des périodes de... On essaie de travailler au mieux avec le calendrier lunaire aussi sur des périodes de soutirage et de mise en bouteille, parce que c'est pas très compliqué. Quand on travaille à l'abri, autant à la vigne, on peut pas toujours faire attention à ça, autant à la cave, on peut mettre en bouteille quand il fait beau ou quand il fait pas beau. Voilà, on peut faire un peu plus attention au calendrier lunaire. Mais tu es certifié Déméter là Non, je suis pas certifié Déméter, je suis certifié AB. D'accord. Mais pas Déméter, non. Je le fais. Tu disais que tu appliquais les préparats et... Oui, on met les préparats avec un collègue, on fait ça parce que c'est toujours plus sympa aussi, et ça permet d'avoir un certain élan et une certaine énergie de faire ça à plusieurs. Je pense que c'est important aussi, en tout cas ça l'est pour moi. Donc on fait ça avec un collègue à Pupillin, et on le fait depuis 2012 sur toutes nos parcelles, sur l'ensemble des parcelles. On commence à essayer de faire notre bouse de corne avec certains domaines dans le Jura qui ont déjà pas mal d'expérience là-dessus. Petit à petit ça vient, mais pour l'instant on achète encore nos préparats parce que c'est aussi plus simple logistiquement. Les silices, on n'en trouve pas dans le Jura encore, faut aller dans les Alpes toujours pour aller la chercher. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est un bel outil de travail pour à la fois cette expression de terroir dont on parlait tout à l'heure sur les vins, et à la fois aussi une facilité de travail sur nos sols qui sont parfois un petit peu compliqués, en tout cas sur les sols argileux. C'est des vins qui sont toujours sur cette tension. Moi j'aime bien montrer les sols quand on goûte les vins. Je vais chercher ces bouts de marbre bleu. Donc c'est des vins qui... Donc là on est sur ces sols d'argile qui peuvent être à la fois, quand elles sont sèches comme ça, qui peuvent paraître très compactes, des côtés un peu pierre, mais qui sont des vraies éponges en fait. Et c'est surtout des sols avec une fraction minérale qui est très majoritaire. Et c'est ce qu'on retrouve sur ce vin, c'est des vins qui sont assez tranchants. Je pense que c'est des vins de vignerons avant tout. Les vignerons ont rarement peur de ça, on aime plutôt ça même, ce côté fraîcheur, ce côté tranchant. Et c'est ce qui me plaît d'exprimer sur ce type de vin. Je pense qu'il y a peut-être des vignerons qui se risqueraient peut-être pas à ça, ou en tout cas qui amèneraient peut-être des bâtonnages pour arrondir un petit peu les angles là-dessus. Moi c'est ce que j'aime, c'est ce côté un peu anguleux, ce côté un peu tranchant de ce vin, et ça va tellement bien à l'apéro. Enfin, c'est vraiment un vin qui me parle par ce côté tranchant et ce côté assez vif sur la minéralité. C'est un vin qui a de l'attaque en tout cas, qui peut peut-être pas plaire à tout le monde pour ça, parce que ça a de la vivacité, ça a vraiment un côté assez anguleux, assez vif, et c'est ce qui me plaît sur ce vin, c'est que du coup ça a du peps, ça a de l'énergie. Moi j'ai beaucoup appris avec Bruno Siofi là, qui bossait avec la pinte, pour la pinte, et qui bossait avec nous. C'est vraiment un ami, et qui m'a appris une chose importante sur les vins, c'est qu'il y a des vins qui donnent de l'énergie quand on les boit, et il y a des vins qui prennent de l'énergie, et c'est assez facile de faire la différence. Aujourd'hui, je trouve quand on goûte un vin, en fait, on a vite fait de poser la ligne où ça me donne de l'énergie, ça m'en prend. Et en fait, à partir du moment où ça me donne l'énergie, ça me plaît, d'une manière ou d'une autre, hein. Ça me donne l'énergie parce que y a de la richesse, parce qu'il y a une complexité aromatique, parce qu'il y a un côté très tranchant, très vif. Voilà. Mais ça me donne de l'énergie, c'est un truc qui me parle, c'est quelque chose qui me parle. Et c'est valable d'ailleurs dans le vin, dans la musique, dans des rencontres humaines, dans plein de choses. Ça me donne de l'énergie ou ça m'en prend. Et tu trouves que l'énergie est la même
suivant les millésimes? Par exemple 17, 18 pour toi il y a la même énergie? Non, des choses, absolument pas. C'est une super question parce que 17, moi c'est un vin, c'est un millésime où j'ai absolument pas reconnu mes vins. Mais j'ai mis très longtemps avant de les reconnaître. D'ailleurs, j'ai reconnu des 2017 quand ils avaient 24 mois d'élevage. Je commençais à les reconnaître parce qu'on commençait à retrouver une identité terroir sur laquelle ça me parlait parce que je retrouvais ce que j'avais goûté depuis certaines années. Mais 2017, sinon, ça me parlait difficilement parce que c'était un millésime, ce millésime du gel, où on avait des tout petits rendements. C'était tellement concentré qu'on avait des équilibres qui étaient tellement atypiques pour moi. J'avais pas connu ce type de millésime auparavant. Et là, ça me parlait absolument pas. Je reconnaissais ni mes vins, ni les vins du Jura, ni quoi que ce soit comme expression terroir dans ces vins-là. C'est des vins qui ont mis du temps aussi, qui reviennent, qui commencent à revenir. On goûte des 2017 maintenant. Ça y est, ça me parle. Et je reconnais mes différentes cuvées, mes différentes parcelles, mais j'ai mis du temps à retrouver tout ça. Donc ça me parle pas tous les millésimes. 2017, c'était peut-être vraiment le seul à part. Sinon, on arrive à retrouver mes parcelles. Maintenant, on a l'impression de retrouver des caractères qui sont quand même bien précis au parcellaire sur chaque cuvée. Et ça, c'est aussi très important. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui nous parle parce qu'on connaît nos parcelles de mieux en mieux un petit peu tous les jours. Et du coup, on peut retrouver cette expression de terroir, sauf sur des millésimes un peu à part. On entend beaucoup parler de sélection massale, mais c'est vrai que toi tu t'en parlais de façon très concrète de comment c'est mis en œuvre et comment vous faites. Comme on est dans un vignoble où il y a des cépages qui sont assez particuliers, assez propres au vignoble, et on est en train de se poser même des questions sur des vieux cépages, tu sais, comme les petits béclans, comme l'enfariné. C'était des cépages qui étaient destinés à des vins qui étaient médecins, des vins qui venaient là pour enrichir un équilibre sur certains millésimes. On commence vraiment à se poser des questions avec des climats un petit peu anguleux comme on a aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas replanter certaines parcelles avec un peu plus de ces cépages-là pour globaliser un équilibre qui nous plaît? On a fait ce travail-là sur nos cépages qu'on a envie de conserver, notre patrimoine, le patrimoine génétique qui fait partie du Jura depuis longtemps maintenant. On a envie sur les vieilles parcelles de Plouxard, notamment à Pupien, on a fait le travail de se promener tout simplement dans les vignes quelques jours avant les vendanges, goûter les baies, et dire waouh, ça nous plaît. Là-dessus, on a un équilibre de charge de raisin qui est ni trop faible ni trop important. Ça nous semble être un pied qu'on a envie de retrouver dans nos parcelles plus tard. Les baies, elles ont une complexité aromatique, elles ont quelque chose, une énergie qui nous parle aussi. Et puis ça, on sélectionne, hop, on met une petite rubalise, on prélève les bois, on les fait greffer chez un pépiniériste, on les replante. Et puis après, on regoute ça dans 10 ans pour resélectionner à nouveau. Mais c'est un travail vraiment de longue haleine, mais qui est très important avant que toutes les vieilles vignes aient disparu. Et puis qu'on se retrouve à nouveau que sur des clones, qu'on ait perdu ce patrimoine, cette richesse de patrimoine génétique qu'on a dans un village où on a vraiment des sélections de Plouxard qui sont incroyables. C'est à conserver, c'est une richesse qui est incroyable.